Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Dmitry Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, pour parler un peu de l'état des relations entre la Russie et les États-Unis. Dans les médias, il y a beaucoup de reportages suggérant que les relations prennent une tournure défavorable. On ne sait jamais vraiment dans quelle mesure il s'agit de mise en scène ou si c'est réel. Mais de votre point de vue, là-bas aux Nations Unies, comment percevez-vous la situation? Avez-vous le sentiment que les négociations avancent encore et qu'il existe un potentiel d'amélioration des relations bilatérales? Eh bien, nous ne voyons rien de particulier se développer ici à l'ONU. Nous interagissons avec nos collègues américains de la même manière que nous l'avons fait ces derniers mois. Il n'y a pas de canal bilatéral ici. Donc les efforts pour normaliser et ramener les relations bilatérales à un niveau rationnel sont entrepris ailleurs, pas à New York et pas en marge de l'ONU. Ainsi, nous interagissons sans aucun problème sur l'agenda de l'ONU au Conseil de sécurité. Et je dirais pas qu'il y ait de changement. En ce qui concerne la suite des événements, je sais que les négociations prennent une forme différente. Mais au départ, lorsque l'administration Trump est arrivée au pouvoir, nous avons entendu des experts parler de la paix en Ukraine, qui nécessiterait le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine et l'acceptation de certaines concessions territoriales. Or, ces dernières semaines, il y a eu un changement. Les Américains, ainsi que les Européens d'ailleurs, parlent davantage d'un simple cessez-le-feu. Et, certaines personnes sont un peu perplexes quant à la raison pour laquelle on semble s'éloigner du langage initial, la reconnaissance que cela devrait être un règlement basé sur Istanbul+. Je pense qu'il y a beaucoup de mots et d'émotions autour de ces négociations à Istanbul. Mais la chose la plus importante, c'est que nous avons maintenant mené le 3e tour de ces négociations. Donc le processus est en cours. Il y a des résultats humanitaires concrets issus de ces négociations. Vous savez qu'il y a eu un échange de prisonniers, il y a eu un échange de corps. Le travail se poursuit concernant la liste des enfants que l'Ukraine nous a remise lors du dernier tour, et nous avons apporté la réponse pendant ce tour-ci. Je pense que ces questions ont déjà été largement médiatisées dans la presse. Nous avons également échangé des projets de mémorandum, des documents russes et ukrainiens, montrant quelle est la vision d'un possible règlement de la crise ukrainienne. Ils sont très éloignés l'un de l'autre, c'est la réalité. Mais ce n'est que le début du processus de négociation. Nous avons proposé à Istanbul, lors des dernières négociations, de créer 3 groupes de travail en ligne pour traiter les questions que nous avons énumérées dans notre mémorandum. Et nous espérons que la partie ukrainienne acceptera cela, au moins. Nous pensons que c'est actuellement le seul format viable pour avancer vers la paix. Tout le reste n'est que spéculation. Je sais qu'il y a beaucoup de partis, beaucoup de pays qui ne sont même pas satisfaits du fait que les négociations aient lieu. Mais lorsque nous avons organisé le premier tour, nous agissions également conformément à la vision exprimée par le président Trump après son élection, affirmant qu'il était nécessaire d'avoir des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Donc, cela ne contredit pas cette position, et nous ne pensons pas qu'il y ait de raison pour que l'administration Trump le voie de manière négative. C'est un processus long. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit résolu rapidement. Et nous comprenons aussi qu'il y a beaucoup de pression sur le président Trump et son administration. Beaucoup de personnes qui veulent en quelque sorte ramener la situation à l'époque où les États-Unis étaient impliqués, où les États-Unis dépensaient de l'argent pour l'Ukraine et où les États-Unis achetaient des armes
et toutes ces choses. Il y a un certain nombre de ces politiciens et de ces pays qui essaient maintenant de saper ce processus. Mais nous jugeons sur les actes, sur les faits, et non sur les paroles. Donc, nous verrons ce qu'il en ressortira, et nous sommes prêts à poursuivre cette voie de négociation à Istanbul. Oui, non. Il semble que de nombreux gouvernements européens, en particulier, aient... La stratégie semble se limiter à ramener les États-Unis, en fait, vers les politiques de Biden. Mais voyez-vous cela comme une possibilité? Je pense à Trump qui a fait ce commentaire sur 50 jours, quand 50 jours ce sera la limite pour parvenir à un accord. Et, vous savez, annoncer que de nouvelles armes seront envoyées et aussi imposer de nouvelles sanctions. Mais étant donné le nombre de sanctions déjà imposées à la Russie et la diversification de la Russie, est-ce que les sanctions sont quelque chose qui inquiète la Russie ou est-ce que ce n'est pas si important? Non, les sanctions ne sont pas quelque chose qui nous inquiète. Mais en tout cas, je laisserai ce sujet précis à la discrétion des deux présidents, car ils sont en contact et ont des conversations téléphoniques une fois par mois. Je pense donc qu'il existe une alchimie particulière lors de ces échanges, et je n'oserais pas commenter ces questions. Je préfère laisser aux administrations présidentielles et aux présidents eux-mêmes le soin d'évaluer de telles déclarations. Oui, c'est tout à fait juste. Mais je voulais aussi vous demander comment vous percevez la situation sur les lignes de front, tant sur le plan militaire que politique, car il est largement commenté aujourd'hui que de nombreuses lignes de front semblent céder ou se fissurer plus rapidement qu'auparavant. Du côté ukrainien, en particulier dans la région de Pokrovsk, à Chassiv Yar et à Kostiantynivka. Parallèlement, on voit Zelensky subir une pression croissante, non seulement de la part de la société, mais aussi d'autres responsables politiques et de certaines parties du système politique ukrainien. Pensez-vous que la situation est en train de changer ou de se dégrader, ou est-ce un terme trop fort? Je pense que les choses sont en train de changer et que les lignes du côté ukrainien s'effritent. Et c'est un processus en cours. Vous pouvez consulter n'importe quelle donnée militaire à ce sujet et vous comprendrez. Vous aurez l'impression de l'avancée des troupes russes sur le front. Ce n'est peut-être pas aussi rapide que certains l'imagineraient, mais il y a de nombreuses raisons à cela. Stratégique, tactique, et aussi parce que la nature de la guerre d'aujourd'hui a changé. Ce n'est plus une guerre de chars et d'artillerie, c'est plutôt une guerre de drones. Et la situation est différente. Je ne suis pas moi-même un militaire, donc je n'oserais pas spéculer sur cette question, mais j'ai confiance en mon commandement militaire et je sais qu'ils font tout leur possible pour sauver la vie de nos soldats et de la population civile. Et en même temps, avancer et poursuivre les objectifs de notre opération militaire spéciale. Mais il y a aussi un autre facteur que vous devez prendre en compte. J'ai essayé de souligner l'importance de ce facteur lors de la réunion d'aujourd'hui du Conseil de sécurité, convoqué par les pays occidentaux. Le fait est que pour parler franchement, les Ukrainiens ne veulent pas se battre parce qu'ils n'en voient vraiment pas la nécessité. La majorité de la population ne voit aucune raison de se battre pour les intérêts géopolitiques occidentaux, de se battre pour ce régime corrompu qui ne pense absolument pas aux intérêts de l'Ukraine. Et c'est une tendance. Et cette tendance se reflète dans la manière dont les conscrits potentiels sont capturés dans les rues de façon très brutale, puis envoyés au front sans leur consentement. Bien sûr, cela influence fortement leur façon de combattre, et c'est un problème très préoccupant pour l'ensemble de la société. Il est difficile d'imaginer comment cette situation pourrait évoluer, étant donné que le régime de Kiev n'offre aucune alternative, n'engage pas de négociations sérieuses,
et ne reconnaît pas la nécessité de respecter les droits de la population russophone, par exemple. Il poursuit sa campagne de propagande contre la Russie, qui ne parvient plus à gagner le cœur des Ukrainiens. C'est assez clair. Donc, de ce point de vue interne, je pense que les changements sont également très importants et que les choses peuvent évoluer très rapidement. Même tout ce que fait Zelensky, compte tenu de son manque de popularité, du fait que les Ukrainiens n'ont aujourd'hui aucune possibilité de s'exprimer, parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, toute dissidence, toute critique de Zelensky, toute idée sur la nécessité d'arrêter les combats, sont traités comme de la propagande russe, comme de la trahison. Aujourd'hui, j'ai également mis en avant, au Conseil de sécurité, une lettre que nous avons tous reçue. Tous les membres du Conseil de sécurité, il y a plusieurs semaines, de la part de plusieurs prisonniers politiques. En Ukraine, il y a des personnalités assez connues qui sont actuellement en prison, et elles parlent de milliers de prisonniers politiques en Ukraine. Et il n'y a aucune élection en vue, donc les Ukrainiens ne peuvent pas changer leur direction. Ils sont absolument désespérés à cet égard. C'est un facteur très important, et je pense que les pays occidentaux commencent à en prendre conscience très lentement. Mais ils doivent tout de même prendre en considération que ce qui se passe en Ukraine ne correspond pas à l'image que l'Occident essaye de projeter de l'Ukraine ailleurs, celle d'un pays démocratique, épris de liberté, respectant les droits de chacun et répondant aux critères d'adhésion à l'UE et à l'OTAN. Ce n'est qu'une image théorique. Mais en pratique, les choses sont complètement différentes. Et il est très difficile de ne pas les remarquer. C'est ce que je voulais souligner lors de notre réunion du Conseil de sécurité. Et ces choses ont commencé à évoluer de cette manière bien avant le début de notre opération militaire spéciale. On peut dire que depuis le coup d'État du Maïdan en 2014, ces tendances conflictuelles ont commencé à prendre de l'ampleur. Mais même avant cela, et cela s'est fait avec, je dirais, le soutien total des pays occidentaux. Donc c'est leur projet. Et ils sont maintenant, en quelque sorte, en train de récolter ce qu'ils ont semé. Oui, en regardant les chaînes Telegram ukrainiennes, on a l'impression que le moral baisse et qu'il y a davantage de critiques envers Zelensky et son gouvernement. Mais on voit aussi des personnes comme Yulia Tymoshenko critiquer les Européens, en particulier l'Allemagne, pour avoir utilisé les Ukrainiens comme chair à canon. Et c'est... J'ai dit récolter ce qu'ils ont semé. Désolé. J'ai utilisé cette expression, oui. Eh bien, c'est intéressant. Je me demandais comment la relation évolue actuellement entre la Russie et l'Europe. Car par le passé, en Russie, on considérait souvent l'Union ottomane comme la bonne Europe, le bon Occident, tandis que l'OTAN représentait le mauvais Occident. Mais aujourd'hui, il semble que les relations entre la Russie et l'Europe se détériorent bien plus qu'avec les Américains, surtout avec l'Allemagne, qui se distingue particulièrement. Et je voudrais simplement demander ce que cela signifie pour un éventuel règlement dans lequel l'Ukraine pourrait rejoindre l'UMR. Parce qu'auparavant, il ne semblait pas que la Russie s'en souciait vraiment. Mais depuis que l'UTMR est devenu plus anti-russe, des personnes comme Dmitry Medvedev ont soutenu que l'UNWILER serait désormais considéré comme trop anti-russe pour que l'adhésion de l'Ukraine soit envisageable. Vous savez, je ne pense pas que la question de savoir si, comment et quand l'Ukraine pourrait devenir membre de l'UMR soit actuellement en tête de l'agenda. Mais je dois faire une remarque. L'UMM a beaucoup changé au fil des années et elle est devenue bien plus militarisée. Autrefois, on parlait d'un bloc économique et politique qui n'avait pas de composante militaire sérieuse. Et c'est ce qui la distinguait de l'OTAN. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de grande différence entre l'URU et l'OTAN.
Les pays commencent à se militariser. Ils parlent d'un visage militaire distinct de l'UMWMERO, des forces de l'UMWMERID, une armée européenne, toutes ces choses, ce qui les rapproche en fait de l'OTAN. Et le degré de russophobie est plus ou moins le même, et les pays concernés sont également plus ou moins les mêmes. Donc bien sûr, nous tiendrons compte de ce facteur à l'avenir. Et c'est une grande erreur stratégique de la part de l'Europe, qui planifie stratégiquement un système de défense dirigé contre la Russie, car la seule option réaliste serait de construire un système de sécurité qui inclurait la Russie, l'engloberait et partagerait la responsabilité ainsi que les intérêts de la Russie et des États européens. Et cela était possible, et cela reste encore possible. Mais la logique a beaucoup changé aujourd'hui, au point que la Russie est présentée comme un ennemi de l'Europe, de l'OTAN, de l'ULOPILING. Il est très décevant que les jeunes générations d'Européens grandissent désormais dans cette atmosphère hystérique de russophobie, avec la Russie dépeinte comme un ennemi. Cela ne semble évidemment pas bon pour l'avenir, et ces tendances doivent être stoppées. Je pense qu'il est de la responsabilité de l'opinion publique en Europe de s'arrêter et de voir où vont les choses, et d'analyser quels sont les risques réels, quels sont les risques potentiels, et quels sont les risques imaginaires pour le continent européen. Et je dirais que tout ce qui concerne la Russie, les prétendus plans russes d'attaquer l'OTAN, est bien sûr non seulement hypothétique, mais absolument absurde, car vous ne trouverez jamais rien de tel dans notre doctrine. Nous n'avons jamais voulu faire quoi que ce soit en Ukraine, et nous avons fait plusieurs tentatives pour mettre en avant nos préoccupations, nos positions. Lorsque nous n'avons pas été entendus et qu'aucun choix ne nous a été laissé, nous avons alors dû lancer notre opération militaire spéciale. Mais nous avons fait tout notre possible pour éviter ce genre de scénario. C'est donc une leçon que l'Europe doit bien sûr retenir, et nous espérons qu'elle le fera dans un avenir proche. Juste une dernière question rapide. Concernant spécifiquement l'Allemagne, on remarque souvent aujourd'hui qu'il est assez particulier que l'Allemagne semble prête à assumer le rôle de leader dans l'opposition à la Russie, maintenant que les États-Unis se retirent. Je me demandais si vous pouviez en parler. Quel est l'état actuel des relations entre la Russie et l'Allemagne? Il n'y a pratiquement plus de relations entre la Russie et l'Allemagne aujourd'hui. Je ne connais pas les détails, bien sûr. Nous avons une ambassade là-bas, et ils ont une ambassade à Moscou, mais c'est tout. Il n'y a aucun échange. Franchement, je ne reconnais pas l'Allemagne en ce moment. J'ai passé beaucoup de temps dans ce pays. J'y ai beaucoup d'amis, mais je ne reconnais pas l'Allemagne. Et c'est très décevant, parce que nous avons une histoire très troublée, que nous avions vraiment réussi à laisser derrière nous. Notre génération, par exemple, a été élevée dans un respect total pour l'Allemagne, et nous ne voyons pas les Allemands comme des ennemis, contrairement peut-être à la génération de nos grands-pères et grands-mères qui ont dû combattre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il semblait donc que leurs demandes avaient été satisfaites, et l'allemand était, je pense, peut-être la deuxième langue étrangère la plus populaire dans mon pays, après l'anglais. Mais les choses ont changé, et ce n'est pas parce que nous avons changé ces choses, c'est à cause de l'Allemagne. Tout à coup, nous voyons ce genre de russophobie flagrante, et il semble que la plupart des politiciens allemands aient tout simplement perdu la tête. Sans parler du fait qu'ils ont oublié les leçons de l'histoire. Il est donc très difficile et douloureux de commenter ce qu'est devenu l'Allemagne. Je ne sais pas si elle retrouvera la raison ou non. C'est aussi aux voisins de l'Allemagne de comprendre ce que ce genre de tendance et de transformation peut signifier pour l'Europe.
Nous avons nos propres opinions à ce sujet, mais nous ne les exprimerons pas publiquement à ce stade. C'est très préoccupant, et cela dépend beaucoup de l'Allemagne en Europe. Et quand l'Allemagne va mal, alors toute l'Europe va mal, je pense. Et l'Allemagne et la France, ensemble, surtout lorsqu'elles vont toutes les deux mal, alors je pense que tout le monde doit en quelque sorte suivre le mouvement. Donc, je ne sais pas. Peut-être que nous arriverons à un moment où ces deux pays retrouveront la raison et où nous pourrons parler de quelque chose de positif et de constructif. Et peut-être qu'ils comprendront combien d'erreurs et de fautes ont été commises dans nos relations au cours des dernières années. Et peut-être qu'ils feront un véritable effort pour corriger ces erreurs. Ce serait quelque chose que la Russie ne pourrait qu'accueillir favorablement. Eh bien, je sais que vous étiez occupé à aller et venir lors des réunions du Conseil de sécurité, donc j'apprécie que vous ayez pris le temps. Merci encore. Merci Glenn. Thank you, Glenn.